Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h19, nous allons parler très sérieusement, cette fois-ci, de politique avec Éric Laurent, qui est président de Renaissance Côte d'Armor, qui est notre invité en ce vendredi matin, qui est venu jusqu'à nous. Voilà, on va reprendre nos esprits après la chronique de Christophe Hamon. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon et félicitations à Christophe Hamon qui est en pleine forme ce matin. Merci. Voilà. Alors on va parler de choses sérieuses, car la politique évidemment est une chose sérieuse, même si en ce moment il y a beaucoup de turbulences, il faut bien dire, avec ces deux 49.3 déposés par le Premier ministre pour faire passer le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, et évidemment aussi ces motions de censure qui ont été déposées par LFI, et également une motion de censure déposée par le Parti socialiste. Motions de censure qui n'ont pas été adoptées, avec une fracture à gauche et finalement un gouvernement qui est conforté. Ben écoutez, d'abord première satisfaction, le budget 2025 est passé. Si on revient un petit peu en arrière, le gouvernement de Michel Barnier n'avait pas résisté au budget et la motion de censure votée à l'automne dernier a coûté à la France 12 milliards d'euros. Mais au-delà de ça, c'est aussi des entreprises qui n'ont pas investi dans un climat qui n'était pas stable et qui n'ont pas recruté. On a eu une augmentation du chômage au 4e trimestre 2024 de 3,9%, si je cite le bon chiffre, ce qui était du jamais vu depuis des années. Donc voilà, le budget passé en commission mixte paritaire, ce qu'on appelle la CMP, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, a été adopté, vous l'avez dit, par 49.3. Alors l'article 49.3, c'est un article de la Constitution, il faut le rappeler encore, parce que ça a été suffisamment attaqué, mais en tout cas c'est un outil de la Constitution quand il n'y a pas une majorité absolue pour passer un texte. Et donc les socialistes, en partie, je dois dire en partie, se sont abstenus au moment de la motion de censure qui a été déposée. Ils en déposent une pour plus tard sur un article 49.2 qui est une motion de censure spontanée. C'est un petit peu technique. Non, moi je voulais me féliciter de l'adoption de ces budgets qui sont essentiels pour le fonctionnement de la France. Nous, Renaissance, bien sûr, nous y avons travaillé. Nous sommes au gouvernement, un certain nombre de ministres. Il y avait des choses sur lesquelles on ne voulait pas aller, c'était des augmentations d'impôts et de taxes pour la plus grande partie des ménages. Bien sûr, c'est l'objet d'un compromis, ce texte qui a été adopté. Et dans ce compromis, il y a une taxation supplémentaire pour les ménages les plus aisés, quelques centaines, qui gagnent plus de 250 000 euros par personne, donc 500 000 euros par foyer, mais aussi une taxe exceptionnelle sur les 400 plus grandes entreprises. Voilà, bon, c'est des choses sur lesquelles nous n'étions pas pour la taxe, mais il s'agit d'un compromis, il fallait bien trouver ce compromis. Et il fallait évidemment engranger un peu d'argent pour essayer de limiter autant faire se peut ce déficit. Le déficit qui était quasiment de 6% à la fin de l'année 2004 va être amené à 5,4%, c'est pas encore ce que l'on souhaitait. Mais ces 50 milliards d'efforts qui sont demandés à l'ensemble des Français, quelque part, ces 50 milliards, 30 milliards d'économies, avec des budgets qui seront en réduction dans les ministères, pour certains de l'ordre de 2%, mais je reviendrai peut-être sur les ministères particuliers comme la Défense, qui est un ministère qui va conserver, on a un enjeu stratégique, un enjeu européen. Donc voilà, c'est 30 milliards d'économies, c'est 20 milliards de recettes supplémentaires, dont je citais quelques pistes de recettes, enfin quelques éléments de recettes. Voilà où nous en sommes. Le budget est adopté. Pour le moment, le gouvernement Bayrou n'a pas été censuré, donc voilà, nous espérons qu'on va pouvoir avancer. Je crois que les Françaises et les Français le veulent. J'ajouterai un petit mot. Il y avait un texte en discussion hier à l'Assemblée nationale. Une fois de plus, ça a été le chaos autour de ce texte qui renforçait le droit du sol sur Mayotte, l'archipel de Mayotte, qui a été touché par l'ouragan, qui est, en gros, à Mayotte, il y a un habitant sur deux qui n'est pas mahorais. Il y a une pression très forte des Comores. Et donc, il y a ce texte qui a été adopté hier, finalement, qui renforce, qui fait
une modification du droit du sol. Voilà, pour obtenir la nationalité française, il faudra que les 2 parents aient résidé à Mayotte. Alors, plus de 3 ans, mais ce sera certainement revu, ça va repasser au Sénat, parce que c'était un amendement qui a été déposé, ce sera plus d'1 an. Mais les Mahorais demandaient est-ce qu'il y ait un texte spécifique pour limiter la pression qui s'exerce sur cet archipel, qui en plus, je le rappelle, a été dévasté par la tempête, par l'ouragan. Ça a été encore l'occasion d'un chaos exceptionnel porté par les extrêmes, enfin par l'extrême gauche, par la France insoumise. Des images qui sont insupportables de voir nos députés, les représentants de la nation, les représentants de nos concitoyens, pire que, pour certains, que des enfants dans une cour d'école. Ça donne une mauvaise image de la politique, selon vous. Et là aussi, mécaniquement, quelque part, ça fait un peu monter le Rassemblement national, qui reste, j'allais dire, assez calme dans l'hémicycle. Je crois que l'hémicycle, c'est quand même l'Assemblée nationale. C'est quand même le lieu où nous avons élu nos représentants de la nation. Et on attend des représentants de la nation, quand on veut faire nation dans le peuple, qu'ils fassent la même chose. Qu'on soit en désaccord politique, c'est normal. C'est chacun, quand on part de l'extrême d'un côté pour aller de l'extrême de l'autre côté, il y a des sensibilités et des sujets particuliers qui s'opposent. C'est le débat, finalement, c'est la démocratie. Mais le débat politique ne me gêne pas, qu'il ait lieu, mais qu'on reste respectueux, qu'on respecte les autres, qu'on ne brandisse pas de menaces, qu'on n'insulte pas. Enfin, je ne refais pas tous les épisodes auxquels on a été confrontés ces dernières années. Et je crois que ça choque les Français, globalement. Moi, ça me choque, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Moi, j'attends que nos représentants de tout parti politique siégeant au Parlement soient les représentants des Français. Et quand on est Français, eh bien, on parle aux autres et on respecte les autres, même si on n'est pas d'accord. Alors, ce texte sur le droit du sol, texte clivant, on l'aura compris, qui nous ramène aussi à l'immigration, on en dira un mot tout à l'heure, il pourrait trouver une forme d'extension sur la France métropolitaine. On a entendu Bruno Retailleau, en tout cas, le souhaiter de son côté. Oui, on connaît la sensibilité sur ce sujet ou la position de Bruno Retailleau. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'on ouvre le débat sur le droit du sol sur la France métropolitaine. Voilà, je trouve que l'immigration, on peut en parler. L'année dernière, il y a eu 27% de reconduction de plus à la frontière. C'est toujours très difficile. On a encore ces jours-ci des exemples qui nous montrent. Vous pouvez ramener quelqu'un dans son pays. Si le pays ne veut pas le reprendre, vous faites quoi? C'est le cas de cet OQTF algérien, dont l'Algérie n'a pas voulu, qui a été libéré hier soir et qui va recevoir en plus des deniers de l'État pour le préjudice. Pour le préjudice subi. Bon, il y a une justice en France, elle s'exerce. Il y a aussi des textes, on les applique. Maintenant, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière, qui ont franchi la frontière de manière irrégulière, qui ne sont pas forcément tous les bienvenus en France. Les reconduire chez eux, c'est parfois difficile. Donc les autres QTF, on peut dire tout ce que l'on veut sur le sujet. Pour que ça fonctionne, le QTF, il faut que le pays de naissance de la personne accepte de reprendre son concitoyen. Bon, là, avec l'Algérie, il y a aussi c'est compliqué, il y a un jeu politique qui est fort. L'histoire de la France et de l'Algérie, elle est quand même empreinte d'une histoire solide, difficile. Et donc, voilà. Il faut essayer, Éric Laurent, de renouer avec l'Algérie, même si c'est difficile. On a le cas de Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien qui est détenu, qui est malade aujourd'hui. Qui est détenu malade, et on demande, nous, instamment, que les autorités algériennes le laissent sortir de prison et le laissent revenir en France, s'il désire venir en France, puisqu'il est citoyen français. Mais ça, je crois qu'il y a un jeu politique de la part de l'Algérie, qui aussi, il y a eu un rapprochement entre la France et le Maroc, et l'Algérie ne voit pas ça d'un très bon œil. Oui, autour de Sahara occidental. Voilà, autour du Sahara occidental, autour de la sécurité dans le Sahara, qui pose aussi problème depuis de très nombreuses années. Donc voilà, enfin, cette politique, il faut regarder ça avec attention. L'immigration, on en a besoin aussi. Alors, il y a de l'immigration régulière, il y a de la non régulière. La France, on n'est pas le seul pays occidental à avoir une natalité fortement en baisse. Et dans un pays où progressivement les générations se remplacent, moins il y a de nouvelles et de jeunes générations, moins il y a de bras pour produire, pour travailler et pour maintenir notre modèle social. Parce qu'au bout du bout, c'est... Une économie qui en a besoin, finalement. Oui, le modèle social, c'est la santé,
c'est le grand âge, c'est la retraite, et ça coûte un peu. Et donc, ça ne peut fonctionner que s'il y a suffisamment de production, de travail dans le pays pour produire de la richesse, de la valeur qui va permettre de se payer un modèle social tel que nous le connaissons et tel que nous le souhaitons en France. Voilà, en tout cas, la valeur travail, elle s'est retrouvée au centre des débats, et nous, Renaissance, on porte cette valeur. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron, sous son premier quinquennat et sous les 2 années qui ont suivi, on a créé 2 millions d'emplois. Et il faut continuer à créer de l'emploi, il faut continuer à produire, à créer de la richesse, parce que c'est ça qui paye le modèle social. Avec aujourd'hui un axe qui se définit, on va vers les nouvelles technologies. On en parle beaucoup sur les antennes, on lit beaucoup de choses dans les journaux. Il y a aujourd'hui un sommet des nouvelles technologies et de l'IA à Paris, où il y a des annonces déjà qui ont été faites autour de ces nouvelles technologies. Oui, de l'IA. De l'IA, tout à fait. Ce sont les enjeux de demain. On le voit dans d'autres pays. On va parler des États-Unis dans un instant. On le voit dans d'autres pays. La France a pris beaucoup de retard en la matière. La France et l'Europe, généralement. La France et l'Europe ont du retard, et les événements qu'on vient de vivre en France, les événements politiques qui bloquent, qui arrêtent la France, c'est un non-sens d'arrêter la France au moment où vous parliez des États-Unis il y a quelques instants. Ils accélèrent à une vitesse incroyable. Donc si on laisse l'écart se creuser, on perdra le match. On perdra le match et on sera encore dépendant du développement des technologies faites aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on regarde les GAFA, les plus grands, ce sont bien des produits de la Silicon Valley. Et aujourd'hui, quand on voit un Elon Musk auprès d'une espèce de bras droit de Donald Trump, qui s'attaque à tout et qui ne souhaite pas qu'il y ait une régulation. Donc, on parlait de l'IA il y a quelques instants. Avec l'IA, on fait n'importe quoi. On transforme des visages, à partir d'un visage, on fait une attitude, on fait dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas été dit, et ça circule. On rentre dans un monde dangereux, finalement, d'un point de vue technologique. L'utilisation, la mauvaise utilisation de ces technologies. La mauvaise utilisation, mais s'il n'y a pas de régulation. En France, nous faisons partie de l'Union européenne. Il y a 2 textes majeurs qui ont été votés, portés par Thierry Breton quand il était commissaire européen. C'est le DSA et c'est le DMA, Market Act, où la partie respect, régulation dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut dire que Twitter est un peu dans le collimateur, parce que la régulation, le premier truc qu'a fait Elon Musk quand il a racheté Twitter, c'est allez, j'allais dire le mot virer, je le dis comme ça. C'est de virer 5000 personnes qui faisaient de la régulation. C'est le mot qui va. On leur a dit, hop, dehors, tout de suite. Avec Meta, la maison mère de Facebook, qui emboîte le pas, finalement. On a vu Mark Zuckerberg, il était presque dire, prêter allégeance à Donald Trump. Oui, alors qu'il était plutôt d'un profil qui suivait les démocrates. Je pense qu'il y a le business derrière. Donc voilà, il est parti vers Donald Trump parce qu'il a senti que le vent tournait, c'était bon pour son business. Donc voilà, nous, Européens, ne soyons pas timides. Je vous dis, on a ces 2 textes qui ont été adoptés en Europe l'année dernière. Appliquons ces textes. Appliquons ces textes. Soyons clairs, soyons fermes, parce que face à Trump, face à Musk, il n'y a pas d'autre position que d'être clair et ferme. On dit ça, on fait ça. Et aujourd'hui, c'est un enjeu fort, important, surtout depuis que Trump a pris ses fonctions. Et en gros, il avance. Alors, il dit beaucoup de choses, mais il fait souvent des pas en arrière. Donc, soyons... Mais moi, j'appelle à ce que l'Union européenne soit ferme dans l'application des textes qu'elle a votés. Avec, effectivement, une politique qu'on pourrait imaginer un peu brouillonne de Donald Trump. On a entendu beaucoup de choses sur Gaza, par exemple. La nouvelle Riviera ou la nouvelle Côte d'Azur à Gaza. Mais... on l'a entendu sur le Groenland. Avec le canal du Panama. Et le Groenland, on l'a vendu, on va le racheter, on va le reprendre. Ou c'est Panama, pardon. Le Panama, on a vendu le canal de Panama, ça a été une erreur. En gros, on s'est fait avoir, on ne l'a pas bien vendu, donc... En fait, c'est un businessman un peu... Permettez-moi le terme, il va être un peu trivial, mais un peu bourrin. Trump. Il a un fonctionnement, moi, tout ce que je regarde et tout ce que je lis sur lui, en gros, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous le laissez rentrer, il fait son truc, et puis après, quand il a un front qui se lève contre lui, il recule de 2 pas.
Mais il obtient quand même un petit peu. On l'a vu avec le Mexique, avec le Canada. Voilà, il a quand même réussi à obtenir des choses. Et bien sûr qu'il a obtenu des choses avec le Mexique, mais peut-être que c'est que temporaire. C'est pour un mois pour l'instant, avec Trudeau au Canada. Et dans sa ligne de mire, il y a l'Union européenne. En gros, les États-Unis ont 1000 milliards de dollars de déficit de commerce extérieur, dont 235 milliards doivent relever de l'Union européenne. Il y a la Chine. La Chine qui a 240 milliards aussi, il y a la Chine. Mais la Chine n'a pas bougé face à Trump, finalement. Oui, et puis il va être prudent, je pense, avec la Chine. Trump, il y a certainement des enjeux réciproques aussi. La Chine produit beaucoup pour la tech. Donc, bon, je pense... Mais bien sûr que l'Europe, il a commencé déjà à pousser quelques banderilles, à dire on va y aller. Mais il y a deux types de produits qui sont exportés principalement vers les États-Unis. Il y a les voitures, et c'est nos amis allemands qui exportent beaucoup de voitures. Alors ça, au royaume de l'automobile, je pense que Donald Trump, ça le courrouce énormément. Puis un deuxième sujet, c'est sur l'agriculture. Et une partie qui est toujours difficile pour les Français, c'est la partie viticulture. Les États-Unis doivent être quasiment le premier importateur de cognac, ou c'est le Japon, c'est entre les deux. Mais quand les droits de douane augmentent aux États-Unis, très rapidement dans le cognacé, c'est une épreuve très difficile. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il va faire, mais en tout cas, moi je le redis, l'ambition de la France, ce que veut le président, ce que veut le gouvernement, c'est que nous soyons forts, fermes. Après, on discute. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'Emmanuel Macron a rencontré plusieurs fois Donald Trump. Il a la capacité, Emmanuel Macron, de parler un anglais courant. Donc c'est beaucoup plus facile avec Donald Trump. Il n'y a pas besoin d'interprète, ça va beaucoup plus vite. Faut maîtriser un peu l'argot aussi. Peut-être, mais là, je n'étais pas à côté du président quand il parle cette langue étrangère, mais peut-être qu'il maîtrise aussi un certain nombre de termes. Bon, voilà. Mais en tout cas, il a noué plusieurs fois le dialogue avec Donald Trump. Mais voilà, c'est un enjeu. Et je parlais de la défense tout à l'heure. Je pense que vous. Voilà, j'allais vous poser la question parce que on a entendu Donald Trump parler. Bon, je lis pas dans les pensées, mais ça y est, je vais. Non, mais j'allais dire ça coule de source parce que Donald Trump s'est beaucoup exprimé autour de l'OTAN, en disant si vous nous donnez pas X% de votre PIB, on vous protège plus. Débrouillez-vous l'Europe. Le terme a été plus trivial, plus cru. Voilà. Mais il est toujours dans la menace, c'est-à-dire dans l'incantation, la menace. C'est son mode de fonctionnement. Oui, c'est un businessman. Il a fait du business dans l'immobilier. Je pense qu'il devait arriver comme ça, pousser les portes, taper du poing et puis dire bon, allez, maintenant on signe. Non. Et je rappelle qu'il y a toujours un conflit en Europe qui est l'Ukraine. Alors, si on regarde il y a quelques mois ce que disait Donald Trump, c'est qu'en 24 heures, il allait arrêter le conflit. On a pris un peu de retard. Bon, et quelques heures de plus. Alors sur l'Ukraine, je voudrais souligner aussi que très récemment, ces jours-ci, hier, nous avons appris que la France avait livré ses premiers Mirage 2000 à l'Ukraine. Et d'autres pays européens apportent des F-16 de fabrication américaine. Tiens, il y a deux types d'avions en Europe. Si on veut parler de défense commune, voilà des sujets qui sont intéressants. Mais en tout cas, moi je souligne le courage des Ukrainiens qui se battent maintenant depuis 2022. Depuis 2022, ça va faire 3 ans ce mois-ci, 21 ou 22 février, que ce conflit a démarré. Ils se battent avec courage, ils ont besoin d'armement, ils ont besoin de soutien. Que va faire les États-Unis? Pour l'instant, les livraisons se sont enchaînées. Sous Biden, ils ont libéré un certain nombre de livraisons. L'Europe continue à soutenir l'Ukraine. Je dis la France, et on peut s'en enorgueillir. On a formé les pilotes sur Mirage 2000 et on a livré des Mirage 2000 conformément à ce qui avait été promis. Donc mon soutien est ferme. Et nous avons besoin, donc, pour parler de défense, d'avoir une défense européenne. Et je rappelle que le premier à en avoir parlé, c'est Emmanuel Macron, quand il a parlé de souveraineté au discours de la Sorbonne. C'était en 2017. C'était en 2017. Il y aura bientôt 8 ans. Et donc il a parlé de souveraineté européenne. On évoquait tout à l'heure tout ce qui est la tech, autour de la tech et des GAFAM. On a besoin d'avoir une Europe plus forte industriellement. On a besoin d'avoir une Europe forte et unie autour de la défense. Et c'est pourquoi, dans le budget 2025, on maintient l'effort sur la partie défense, parce que nous en avons besoin, quoi qu'il arrive.
quoi qu'il arrive, nous en avons besoin. Vous citiez effectivement le Groenland, si Donald Trump veut aller prendre le Groenland, les habitants du Groenland n'ont pas l'air forcément d'accord. À un moment, s'il faut aller les soutenir, il faudra aller les soutenir. Et c'est à l'Europe de le faire. Avec là, cette fois-ci, on rentre dans un conflit. Un conflit ou au moins une présence musclée pour montrer que, écoutez, les habitants du Groenland, ils trouvent que les États-Unis, c'est très bien, mais que les Américains restent chez eux ou viennent visiter, mais vous n'allez pas vous approprier. Enfin, c'est complètement en décalage avec le droit international. Au même titre que ce que vous citiez il y a quelques instants, la volonté de Trump affichée d'un coup de faire une Riviera ou une Côte d'Azur à Gaza. Bon, et d'y déplacer d'ailleurs les voilà, aux Égyptiens. Vers la Jordanie et l'Égypte. Oui, voilà, il y a 2 millions de personnes, vous prenez, allez, il ferait comme ça, vous prenez 1 million chacun et... Bon, il a fait un pas en arrière quand même. Il a dit que finalement, les États-Unis aideraient à reconstruire. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il fait un pas en avant avec un slogan très simple, fort, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, il rentre, il casse tout, et après il fait 2 pas en arrière, parce qu'il y a quand même des courroies de rappel, fort heureusement. Et là, immédiatement, la plupart, un très grand nombre de pays se sont soulevés contre cette attitude. Avec une progression des pensées, allez, j'allais dire un petit peu populiste. Le mot n'est pas forcément forcé dans ce cas-là. Ici en Europe, on voit une implantation de ces idées. Un relais aussi des idées de Donald Trump très simplistes. On le voit aussi dans ce qui est économique et de ce qui est aussi l'aide au pays. On voit les États-Unis, par exemple, qui se retirent de l'OMS, qui ferment le robinet à la plus grande agence d'aide internationale. Qui employait, je ne sais plus, 10 000 personnes. Voilà, qui va se retrouver avec 250 personnes. Qui va se retrouver. Voilà. Non, mais. Et qui a des impacts sur les organismes français, les ONG françaises. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on veut dans ce monde ? On veut un monde où chacun ferme la porte, ferme les frontières, parce que c'est ce que certaines extrêmes en France disent. Bon, on revient aux frontières initiales, on barricade tout. On fait comme Trump, on construit un mur. Les murs, vous savez, pour empêcher les gens de passer. Quand je repensais tout à l'heure, en venant à cette situation sur l'immigration, quand vous avez des gens qui meurent de faim, qui ont la malchance d'être nés là où ils sont nés. Je pense à l'Afghanistan, je pense à la Syrie, je pense à la Libye, ces pays qui, ces dernières années, ont connu les pires heures. Les gens qui naissent, il y a une population très jeune dans ces pays, les gens qui naissent là, quand ils ont 15 ou 20 ans, ils ne voient pas le futur. Et ils ont quelques images un peu plus loin de l'Occident où le monde a l'air rayonnant, on a de l'argent, on fait ce qu'on veut, on est libre. Et bien, de quoi ont-ils envie ? De quoi ont-ils envie ? Alors on peut construire les pires murs, on peut mettre des bateaux sur l'eau pour, voilà, comme disait, c'est Trump, je crois, qui disait qu'il fallait les refouler ou les repousser. Non. On est dans un monde qui est ouvert, on est dans un monde où ça circule, les gens circulent. Il faut faire preuve d'humanité, même si des fois, ça fait du monde qui arrive. Eh bien, voilà, il faut traiter les choses, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut faire avec humanité. Nous avons besoin d'une immigration. Il y a une immigration qui n'est pas choisie, qui est parfois massive, et sur certains territoires, c'est compliqué pour les habitants. Mais on est des citoyens du monde. Mais, je le redis, nous sommes des citoyens européens. Soyons clairs, fermes, marqués vis-à-vis des États-Unis, parce qu'ils ont, quelque part, ils auront besoin de nous aussi. Ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Et puis on a eu un mur en Europe qui est tombé il y a... Voilà, en 89. Voilà, en octobre 89, ça me rappelle... Voilà, c'est... Un dernier mot, Éric Laurent, le temps passe très vite, il reste 2-3 minutes, me dit notre réalisateur. Sur la politique française, on arrive... Alors voilà, on revient un petit peu à l'esprit franco-français, mais on arrive à une recomposition politique. Là, on voit une dissension à gauche, le NFP est peut-être en passe d'exploser ou d'imploser, je ne sais pas. Comment Renaissance va se situer ? On voit Édouard Philippe de son côté avec Horizon. Il y a des passerelles possibles, il y a une union du centre quelque part possible. Il y a aujourd'hui un groupe central qui est composé de Renaissance, qui est composé du Modem et qui est composé d'Horizon. C'est ce qu'on appelle le socle commun. Aujourd'hui, on travaille avec les LR, ce qui n'a pas été le cas de figure avant. Voilà.
Avec des changements chez LR aussi. Avec des changements chez LR, il y a aussi... Peut-être Benoît Retailleau en embuscade, dit-on, dans les milieux autorisés. Moi, je ne rentre pas dans le débat de ce qui se passe chez LR. Je veux dire, chez Renaissance, nous avons un nouveau secrétaire général depuis le début du mois de décembre. Voilà, on est en plein dans les états généraux Renaissance. Il reste une minute. Surveille. Voilà, nous sommes dans les états généraux Renaissance souhaités par notre secrétaire général Gabriel Attal, avec plus de 500 réunions en France avec nos adhérents pour faire un peu une introspection, un bilan de ce que nous avons été depuis En Marche, La République En Marche, Renaissance aujourd'hui, parti politique, alors qu'avant nous n'étions pas un parti politique. C'était un mouvement avant. C'était un mouvement. Et puis, qu'est-ce que nous voulons être à court, à moyen et à long terme? Je crois qu'aujourd'hui, les valeurs affichées par Renaissance, je disais, c'est des valeurs, enfin, je dis, ce sont des valeurs d'humanisme. Je parlais sur l'immigration, il faut regarder les choses avec attention et faire les choses avec humanisme. Le travail, parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen et que le travail doit payer, c'est le meilleur moyen de progresser dans une vie. C'est la sécurité de notre pays, la sécurité intérieure qui a été menacée et qui est toujours menacée par des terroristes. Donc nos forces de sécurité font le travail. La sécurité extérieure, avec nos armées, et on a un solide ministre des Armées et de la Défense depuis maintenant, Sébastien Lecornu, depuis plusieurs années, et l'Europe. Nous sommes des Européens convaincus. Voilà, c'est ce que nous sommes, nous, Renaissance. Maintenant, celles et ceux qui veulent travailler avec nous en partageant ces valeurs, je pense que c'est des valeurs de social-démocratie. Quand je regarde le Parti socialiste, qui se détache de LFI, parce que LFI est dans les excès permanents, et ça n'est plus, on ne peut plus travailler avec LFI. Alors, ils avaient constitué la NUPES, c'était déjà un attelage un peu particulier. Il y a eu le nouveau Front Populaire qui a été constitué en 4 jours, qui était encore un attelage encore plus particulier, mais qui était à la manette derrière? Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, moi je salue l'esprit de responsabilité qui a animé une grande partie des députés du Parti Socialiste qui n'ont pas censuré le gouvernement de manière à ce que la France ait un budget. Maintenant, il y aura certainement d'autres rendez-vous et d'autres étapes. Moi j'appelle à ce qu'on travaille ensemble. Je pense qu'il y a un centre très élargi de valeurs sociales, démocratiques, depuis la gauche raisonnable jusqu'à la droite républicaine raisonnable. C'est aujourd'hui la force centrale qui doit pouvoir porter la France en avant. Il nous reste une petite poignée de secondes. Les élections municipales, on commence à en parler beaucoup, y compris sur cette antenne. Après, il y aura la présidentielle. Et il y aura d'autres élections avant la présidentielle. On a les municipales, effectivement, on y pense, et pas que le matin en se rasant. Donc nous y travaillons, voilà, on va travailler avec nos partenaires aussi. Parce que les élections municipales, regardez, dans notre département, ne sont pas des élections essentiellement politiques. On va faire des élections, c'est d'abord des femmes et des hommes qui, dans les communes, sont aux responsabilités. Et les bonnes volontés ne sont pas légion aujourd'hui. On aura des sénatoriales, mais oui, il y aura après les municipales en 2026. Peut-être qu'on aura une législative qui va se positionner en... Peut-être, on ne sait pas. C'est intéressant ce que vous dites. Non, mais je ne sais pas. Pour l'instant, le président a dit... Alors, il parle dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il va nous dire dimanche prochain? Emmanuel Macron, on verra bien. Et puis, en 2027, il y a l'élection suprême en France. Le président de la République. Voilà, donc on a du travail et Renaissance y sera. Éric Laurent, président de Renaissance Côte d'Armor, était avec nous ce matin pour évoquer la politique et la situation politique, même au-delà de nos frontières. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous aussi, Stéphane Hamon, et à toute l'équipe. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.